Secret d'étoudie, l'énigme Oswald Babok. Un faux décret. Un nom qui revient encore et encore. Et un homme dont on ne sait toujours pas, à ce jour, s'il est la cible d'un complot ou l'un de ses artisans. Une affaire secoue les coulisses du pouvoir camerounais depuis plusieurs semaines, et elle porte un nom, Oswald Babok. Directeur adjoint du cabinet civil de la présidence, proche de la première dame, cet homme se retrouve aujourd'hui au centre d'un dossier si sensible que même les services de renseignement semblent hésiter entre deux lectures diamétralement opposées. Victime ou bénéficiaire? La question reste entière. Restez avec nous, ce dossier est loin d'être simple. Partie 1. Contexte et faits vérifiables. Reprenons les faits, dans l'ordre, et uniquement ceux qui sont établis. Le 12 juin 2026, un individu se présente au siège de la CRTV, la télévision nationale camerounaise, porteur d'un document présenté comme un décret présidentiel. Ce texte annoncerait la nomination d'un vice-président de la République, ainsi que la formation d'un nouveau gouvernement. Le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, alerte aussitôt Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil, qui confirme « il s'agit d'un faux ». L'homme qui aurait physiquement déposé ce document, identifié par plusieurs médias sous le nom de Johan Sitchom, se trouverait depuis lors détenu au secrétariat d'État à la Défense. Précisons le contexte institutionnel qui rend cette affaire si sensible. Le 4 avril 2026, une révision constitutionnelle a créé un nouveau poste de vice-président de la République, appelé, selon le texte, à assurer la continuité du pouvoir en cas de vacance. Cette réforme aurait, selon plusieurs analystes, ouvert une compétition feutrée entre différents cercles proches du palais d'Etoudi pour occuper ce fauteuil stratégique, une compétition dont l'intensité serait renforcée par l'absence prolongée du président Paul Biya, qui séjourne en Suisse depuis le 7 juin 2026 pour ce qui était présenté comme un court séjour privé. Mais ce n'est pas tout. Selon plusieurs sources de presse convergentes, dont Jeune Afrique, le nom qui figurait sur le décret original n'aurait pas été celui de Johan Sitchom, l'homme interpellé, mais bien celui d'Oswald Babok lui-même. Un second document, portant sur la formation d'un nouveau gouvernement, aurait également circulé, évoquant selon certaines sources des mouvements au sein de plusieurs ministères clés. Précisons que ces éléments proviennent de recoupements journalistiques et non d'une communication officielle confirmée par la présidence ou par le tribunal criminel spécial. Conséquence directe de ces révélations, Oswald Babok est entendu à plusieurs reprises durant l'été, d'abord par le tribunal criminel spécial fin juin, puis par la direction de la sécurité présidentielle le 7 juillet 2026. Deux dossiers distincts semblent avoir été évoqués lors de ces auditions. D'une part, une possible implication dans l'affaire du faux décret. D'autre part, des interrogations autour d'une filière aurifère camerounaise avec des ramifications qui mèneraient, selon certaines sources, jusqu'à Dubaï. Aucune mise en examen, aucun mandat, aucun communiqué officiel du tribunal criminel spécial n'a cependant été rendu public à ce jour concernant ces deux dossiers. Voilà pour les faits établis. Tout le reste, le rôle exact d'Oswald Babok, son degré d'implication réel, l'identité des commanditaires du faux décret, relève, à ce stade, de l'enquête en cours et de l'interprétation. Et c'est précisément là que le débat devient explosif. Partie 2. Le conflit, les tensions. D'un côté, il y a l'entourage d'Oswald Babok. Par la voix de ses proches, il se dit lui-même victime d'un complot politique visant à le compromettre. Son épouse, Crescence Babok, se serait exprimée publiquement pour défendre cette version. Selon cette lecture, le fait que son nom figure sur un faux décret ne prouverait rien d'autre que sa désignation comme cible par des adversaires cherchant précisément à l'écarter de la course à la vice-présidence, en le mêlant à une affaire qui ternirait durablement son image. Certains soutiens vont plus loin sur les réseaux sociaux, évoquant un véritable piège d'État, orchestré selon eux par des rivaux inquiets de l'ascension d'un homme réputé proche de la première dame. De l'autre côté, un faisceau d'éléments plus embarrassants circule, rapporté notamment par Jeune Afrique. Selon cette enquête, la Direction générale de la recherche extérieure affirmerait détenir une information selon laquelle la mère de Johan Sitchom, l'homme interpellé, se serait rendue au domicile même d'Oswald Babok. Une information qui, si elle venait à être confirmée, contredirait frontalement les déclarations de l'entourage de ce dernier, qui réfute pourtant tout lien avec Sitchom ou sa famille. Précisons que cette allégation, à ce jour, n'a fait l'objet d'aucune confirmation officielle indépendante et qu'elle reste, en l'état, une information rapportée par la presse. Mais ce n'est pas tout. Il y a un troisième acteur dans ce conflit, plus discret mais tout aussi déterminant. Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence, qui coordonnerait directement les investigations sur cette affaire. Selon certains observateurs proches du dossier, une rivalité de longue date opposerait les deux hommes, chacun représentant un camp différent dans la compétition pour l'influence au sommet de l'État. Pour les soutiens de Babok, c'est précisément cette rivalité qui expliquerait, selon eux, l'acharnement médiatique dont il ferait l'objet. Pour d'autres observateurs, il s'agirait au contraire d'une enquête légitime,
menée dans le cadre normal des procédures judiciaires, sans lien avec des considérations de rivalité personnelle. Une question demeure, suspendue au-dessus de ce conflit. Pourquoi, plusieurs semaines après le début de cette affaire, aucune conclusion officielle n'a-t-elle encore été communiquée? Le silence institutionnel, ici encore, alimente autant les interrogations que les versions contradictoires elles-mêmes. Partie 3. Décryptage et mise en perspective. Prenons maintenant un peu de recul, parce que cette affaire dépasse largement la simple histoire d'un document administratif présenté comme faux. Au Cameroun, parfois, un papier peut être faux, mais les questions qu'il soulève sont, elles, très sérieuses. Et derrière ce document, ce sont surtout les rapports de force, les réseaux d'influence et les ambitions autour du pouvoir qui attirent l'attention. Premier élément, la question du patrimoine attribué à Oswald Babok. Depuis plusieurs mois, certains médias et observateurs camerounais évoquent un patrimoine qui serait particulièrement important. Certaines estimations relayées dans la presse parlent de plusieurs milliards de francs CFA. Diverses activités lui sont également attribuées dans les médias. Immobilier, restauration, savonnerie, huile raffinée ou encore activités liées au secteur aurifère. Mais ici, il faut garder la tête froide. Une estimation publiée dans un média n'est pas une décision de justice. Et aucune juridiction n'aurait, à ce stade, officiellement établi que ce patrimoine serait issu d'une infraction. Donc, attention à ne pas transformer une rumeur en condamnation. Parce qu'au Cameroun, le tribunal populaire de WhatsApp est souvent plus rapide que la justice officielle. Quelqu'un publie une photo à 10 heures, à midi il est déjà condamné, et à 14 heures, on lui a même trouvé une cellule imaginaire quelque part à Kondangui. Mais au-delà de la polémique, une vraie question demeure. Quelle est l'origine exacte des patrimoines importants détenus par certains responsables publics? C'est une question légitime dans n'importe quel État. Lorsqu'un responsable exerce des fonctions importantes, les citoyens peuvent naturellement vouloir comprendre comment fonctionne son patrimoine, quelles sont ses activités déclarées et quelles sont les règles qui encadrent ses intérêts privés. Et c'est précisément là que le dossier devient intéressant. Il ne s'agit pas nécessairement de dire qu'il y a eu infraction, mais de demander si toute la lumière est faite. Deuxième élément, le mystérieux silence institutionnel. Voilà un autre aspect qui intrigue. Lorsque des accusations graves circulent publiquement, on pourrait imaginer qu'une institution concernée intervienne pour confirmer, démentir ou préciser les choses. Mais lorsqu'il n'y a pas de communication claire, le vide est rapidement rempli par les réseaux sociaux. Et au Cameroun, vous connaissez le principe. Si l'État ne parle pas, Facebook parle. Si Facebook ne suffit pas, WhatsApp prend le relais. Et si WhatsApp manque d'informations, quelqu'un invente la partie 3. C'est ainsi que les rumeurs peuvent prendre une ampleur considérable. Selon les informations disponibles publiquement, aucune communication officielle claire n'aurait établi, à ce stade, tous les éléments que certains internautes présentent pourtant comme des certitudes. Pas de condamnation rendue publique. Pas de preuves judiciaires définitives établissant les accusations les plus lourdes qui circulent. Et surtout, il faut distinguer une éventuelle audition, une enquête, une convocation ou une vérification administrative d'une condamnation. Parce qu'en matière judiciaire, être cité dans une affaire ne signifie pas automatiquement être coupable. Cette nuance est fondamentale. Mais elle n'empêche pas une autre question. Pourquoi un tel silence laisse-t-il autant de place aux spéculations? Et c'est là que le dossier devient politique. Troisième élément, la bataille invisible autour de la succession présidentielle. Depuis la création du poste de vice-président, les regards se sont naturellement tournés vers les personnalités susceptibles d'occuper cette fonction stratégique. Plusieurs noms ont circulé dans les médias et les discussions politiques. Et là, mes chers amis, nous entrons dans une spécialité bien camerounaise. La politique du « on sait, mais on ne dit pas ». Quelqu'un aurait entendu quelque chose. Un autre aurait vu quelqu'un entrer dans un bureau. Un troisième aurait reçu un message. Et finalement, tout le monde possède une information. Mais personne ne possède le décret. Dans ce climat, chaque mouvement peut devenir un signal politique. Une nomination? Signal. Une absence? Signal. Une poignée de main? Signal. Une photo publiée 3 jours plus tard? Signal. Et même lorsqu'un responsable regarde simplement son téléphone pendant une cérémonie, certains vont déjà chercher à savoir s'il vient de recevoir le message qui va changer le destin du Cameroun. C'est dans cette atmosphère qu'apparaît l'hypothèse autour du fameux document. Et si ce document présenté comme faux n'avait pas été fabriqué pour installer quelqu'un, mais au contraire pour le discréditer ou le fragiliser? Attention, cette hypothèse ne constitue pas un fait établi. Elle mérite simplement d'être évoquée parce qu'elle permet de comprendre les enjeux possibles autour du document. Imaginez le scénario. Un nom apparaît dans un prétendu décret. Pendant quelques heures ou quelques jours, le débat national se concentre sur cette personne.
Son nom devient associé à une nomination qui n'aurait finalement pas été confirmée officiellement. Et au lieu de bénéficier de cette exposition, elle pourrait se retrouver obligée de se défendre. Autrement dit, dans une bataille politique, un faux cadeau peut parfois être le cadeau le plus empoisonné. On ne vous donne pas le poste. On vous donne seulement le titre. On vous laisse croire que vous avez gagné. Puis on vous regarde expliquer pourquoi vous n'avez jamais reçu le poste. Et pendant que vous vous expliquez, vos adversaires politiques, prennent tranquillement du pop-corn. C'est évidemment une lecture possible, pas une conclusion. Mais elle permet de comprendre pourquoi certains observateurs considèrent cette affaire comme potentiellement plus large qu'une simple falsification administrative. Et puis arrive un autre élément qui mérite attention. La cérémonie de remise de décoration organisée au palais d'Etoudi au début du mois d'août. Dans les images et comptes rendus de cette cérémonie, Ferdinand Ngo et Oswald Babok apparaissent dans le même environnement institutionnel, avec une attitude présentée comme cordiale. Et immédiatement, les interprétations commencent. Certains peuvent y voir le signe d'un apaisement. D'autres peuvent y voir simplement le respect du protocole républicain. Et certains, évidemment, vont déjà chercher le langage secret derrière la poignée de main. Parce qu'au Cameroun, une poignée de main entre deux personnalités politiques peut rapidement devenir une thèse de doctorat. Regardez la position des mains. Regardez le sourire. Regardez qui regarde qui. Bientôt, on va analyser la direction des chaussures pour déterminer qui contrôle le pouvoir. Mais soyons sérieux, une cérémonie officielle ne permet pas, à elle seule, de conclure à une réconciliation politique. Deux responsables peuvent parfaitement apparaître ensemble dans une cérémonie officielle, sans que cela signifie que toutes leurs divergences éventuelles ont disparu. De la même manière, une absence de sourire ne prouve pas une guerre politique. Il faut donc éviter de transformer chaque image en preuve. Mais cette cérémonie possède tout de même une portée symbolique. Dans un contexte où les spéculations sur les rapports de force au sommet sont nombreuses, afficher une certaine cohésion institutionnelle peut avoir son importance. Et c'est peut-être ici que toute l'affaire devient particulièrement intéressante. Parce qu'on retrouve plusieurs éléments qui semblent, à première vue, complètement séparés. Un document contesté. Des interrogations sur un patrimoine. Des rumeurs judiciaires. Des ambitions autour de la vice-présidence. Des rivalités supposées au sommet. Et finalement, une cérémonie où certaines personnalités apparaissent ensemble publiquement. Pris séparément, chaque élément peut sembler banal. Mais lorsqu'on les place les uns à côté des autres, ils dessinent un paysage politique beaucoup plus complexe. Et c'est précisément là qu'il faut être prudent. Parce qu'en politique, la coïncidence n'est pas automatiquement une connexion. Deux événements peuvent se produire au même moment sans avoir nécessairement été organisés ensemble. Mais à l'inverse, l'absence de preuves publiques ne signifie pas non plus que toutes les hypothèses sont impossibles. Voilà pourquoi le rôle d'une analyse sérieuse n'est pas de dire « voilà la vérité cachée ». Le rôle est plutôt de demander « qu'est-ce qui est confirmé ? Qu'est-ce qui est seulement rapporté ? Qu'est-ce qui reste hypothétique ? Et surtout, à qui profite cette confusion ? Et cette dernière question est probablement l'une des plus importantes. Parce que dans une bataille politique, le contrôle de l'image peut être presque aussi important que le contrôle du pouvoir. Si une personnalité est présentée comme proche du sommet, cela peut renforcer son influence. Si elle est présentée comme fragilisée, cela peut réduire sa capacité de négociation. Si elle est associée à une polémique judiciaire non établie, cela peut immédiatement modifier la perception du public. Et si un document prétend annoncer sa promotion avant même qu'une institution ne le confirme, cela peut créer un véritable chaos politique. Au fond, cette affaire nous rappelle une réalité très camerounaise. Dans les couloirs du pouvoir, tout le monde semble connaître le prochain chapitre, mais personne ne possède encore le livre complet. Et pendant que les réseaux sociaux écrivent leurs propres scénarios, les institutions officielles, elles, restent souvent beaucoup plus silencieuses. Alors, qui dit vrai ? Qui a intérêt à faire circuler certaines informations ? Qui pourrait bénéficier d'une confusion autour d'une éventuelle nomination ? Et surtout, le fameux document était-il simplement une falsification administrative ou pourrait-il s'inscrire dans une bataille politique plus large ? Pour le moment, aucune conclusion définitive ne permet de trancher toutes ces questions. Mais une chose est certaine, derrière l'encre d'un prétendu décret, il peut parfois se cacher beaucoup plus qu'un simple morceau de papier. Et au Cameroun, quand le papier commence à parler, les couloirs du pouvoir, deviennent soudainement très silencieux. Partie 4. Analyse satirique des pratiques. Alors maintenant, prenons un peu d'auteur. Parce qu'après avoir regardé les faits, les zones d'ombre, les hypothèses et les différentes lectures de cette affaire, il reste une question fondamentale. Que dit cette histoire de notre manière de gérer les dossiers sensibles au sommet de l'État ? Et là, mes chers amis,
bienvenue dans une discipline politique que le Cameroun semble avoir perfectionnée au fil des années, l'art de laisser le doute mijoter à feu doux. Ici, on ne confirme pas vraiment. On ne dément pas complètement. On ne ferme pas la porte. Mais on ne l'ouvre pas non plus. On laisse simplement la poignée entre les mains du public. Et pendant que les citoyens attendent une explication officielle, les réseaux sociaux, eux, ont déjà organisé 3 procès, 4 contre-procès et probablement nommé le prochain procureur. C'est tout le paradoxe de cette affaire. Un document présenté comme un faux décret présidentiel circule. Le nom d'une personnalité connue apparaît dessus. L'affaire prend de l'ampleur. Des médias en parlent. Des auditions sont évoquées. Plusieurs services seraient intéressés par le dossier. Et pourtant, du côté institutionnel, le silence reste remarquablement discipliné. Pas de grand éclairage. Pas de conférence de presse spectaculaire. Pas de tableau PowerPoint intitulé « Voici exactement ce qui s'est passé ». Non. On laisse le temps faire son travail. Et le temps, au Cameroun, est un excellent communicateur. Il ne répond jamais aux questions. La politique du « on va voir ». Cette situation rappelle une vieille formule politique que les Camerounais connaissent très bien. On verra au moment venu. Le problème, c'est que le moment venu a parfois une curieuse tendance à prendre son temps. Le citoyen demande. Est-ce vrai? Réponse, l'affaire suit son cours. Il demande. Y a-t-il une enquête? Réponse, les services compétents travaillent. Il demande. La personne est-elle mise en cause? Réponse, nous ne commentons pas une procédure en cours. Et finalement, le citoyen reste exactement là où il avait commencé, devant son téléphone, avec 47 captures d'écran et 0 réponse définitive. Et pendant ce temps, les réseaux sociaux remplissent le vide. C'est presque devenu une règle mathématique. Silence officiel plus rumeurs plus réseaux sociaux égale explosion des spéculations. Parce que lorsque les institutions ne donnent pas suffisamment d'informations vérifiables, chacun apporte sa propre version. Le partisan dit « c'est un complot ». L'adversaire répond « non, c'est la preuve que quelque chose ne va pas ». Le journaliste dit « selon nos sources ». L'internaute répond « moi, j'ai un cousin qui travaille dans le bâtiment à côté du ministère, donc je sais ». Et voilà comment une affaire administrative devient rapidement une série télévisée nationale. Facebook, le nouveau palais de justice. Il y a également quelque chose de particulièrement intéressant dans cette affaire, la manière dont le débat judiciaire se déplace vers Internet. Aujourd'hui, avant même qu'un tribunal ne rende une décision, Facebook peut déjà rendre son verdict. Et le tribunal Facebook fonctionne avec des règles très simples. Pas besoin de magistrat. Pas besoin de dossier complet. Pas besoin de contradictoire. Il suffit d'une photo, d'un titre bien rouge et de quelques points d'exclamation. Alerte. Scandale. Dossier explosif. La vérité éclate enfin. Et en dessous, 4000 commentaires. Le verdict est prêt. La sentence est prononcée. Et parfois même, l'appel est déjà rejeté. Mais soyons sérieux. Cette mécanique est dangereuse, parce qu'elle peut fonctionner dans les deux sens. Une personne peut être présentée comme coupable alors qu'aucune condamnation n'existe. Mais elle peut également être présentée comme victime d'un complot alors qu'aucune enquête publique n'a encore établi cette version. La présomption d'innocence ne doit pas être remplacée par une présomption de culpabilité. Mais elle ne doit pas non plus être remplacée par une présomption automatique de complot. La vérité, elle, a besoin de quelque chose de beaucoup moins spectaculaire, des preuves. Et malheureusement, les preuves font rarement autant de vues qu'un titre sensationnel. Le grand théâtre de la poignée de main. Et puis arrive cette fameuse image de cérémonie. 2 personnalités que certains commentateurs présentent depuis plusieurs semaines comme étant potentiellement en opposition apparaissent côte à côte, parfaitement habillées, souriantes, dans le cadre officiel du Palais d'Etoudi. Et là, le Cameroun politique se transforme immédiatement en laboratoire d'interprétation. Regardez. Ils sont ensemble. Donc réconciliation, regardez leur sourire. Donc paix retrouvée, regardez la poignée de main. Donc accord secret, doucement. Parce qu'au Cameroun, parfois, une poignée de main n'est qu'une poignée de main. Même si elle dure 3 secondes de plus, ce n'est pas forcément un traité de paix. Une cérémonie officielle répond d'abord à un protocole. 2 responsables peuvent être obligés de se retrouver au même endroit, de saluer, de sourire et de respecter les usages institutionnels. Cela ne permet pas, à lui seul, de savoir ce qui se passe réellement dans les coulisses. Mais l'image est tout de même intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle montre quelque chose de très important dans la communication politique. Le pouvoir aime montrer la cohésion,
même lorsque le public soupçonne des tensions. Et là, nous retrouvons cette fameuse diplomatie camerounaise du non-dit. On ne dit pas « nous sommes réconciliés ». On ne dit pas « nous sommes toujours en désaccord ». On fait simplement une photo. Et chacun rentre chez lui avec son interprétation. C'est économique. C'est élégant. Et surtout, ça évite les questions gênantes. L'ambiguïté comme outil politique, c'est peut-être là que se trouve l'aspect le plus satirique de cette histoire. Et si l'ambiguïté n'était pas toujours un accident? Et si, dans certains contextes politiques, ne pas répondre permettait parfois de conserver plusieurs options ouvertes? Parce qu'une déclaration officielle ferme une porte. Un démenti ferme une porte. Une confirmation ferme une porte. Mais le silence laisse toutes les portes ouvertes. Et chacun peut continuer à imaginer ce qu'il veut. Dans une période de succession politique, cette stratégie peut devenir particulièrement intéressante. Car quand plusieurs camps observent les mêmes événements, l'incertitude devient elle-même une forme de pouvoir. Vous ne savez pas qui soutient qui. Vous ne savez pas qui est vraiment candidat. Vous ne savez pas qui a gagné une bataille interne. Vous ne savez pas si une rumeur est fondée. Et finalement, chacun avance avec ses propres informations. C'est un peu comme jouer aux cartes dans le noir. Tout le monde sait qu'il y a un jeu. Mais personne ne sait exactement quelle carte possède son voisin. Et au Cameroun, naturellement, quelqu'un finit toujours par dire « Moi, j'ai quelqu'un à l'intérieur ». Mais lorsqu'on lui demande le nom de la personne, il répond « Je ne peux pas te dire ». Lorsqu'on lui demande la preuve, « Je ne peux pas te montrer ». Et lorsqu'on lui demande quand l'information sera confirmée, « Bientôt ». Le fameux « bientôt » camerounais. Une unité de temps particulièrement difficile à mesurer. Le problème du vide informationnel. Mais derrière l'humour, il y a un vrai problème. Lorsque les institutions ne communiquent pas suffisamment sur une affaire qui intéresse fortement le public, elles ne font pas disparaître les rumeurs. Elles peuvent au contraire leur donner davantage d'espace. Parce que le citoyen veut comprendre. Il veut savoir si une information est vraie ou fausse. Il veut savoir si une procédure existe réellement. Il veut savoir si une personne est entendue comme témoin, comme suspect ou dans un autre cadre. Et lorsqu'il ne trouve pas de réponse officielle, il se tourne vers les sources disponibles. Et ces sources ne sont pas toujours fiables. Voilà pourquoi la transparence institutionnelle est importante. Pas pour satisfaire la curiosité, mais pour éviter que l'information soit remplacée par la spéculation. Car une rumeur peut commencer par une petite phrase, puis devenir une publication, puis une vidéo, puis un débat télévisé, puis un article, puis une révélation. Et finalement, quelques semaines plus tard, plus personne ne sait exactement qui avait dit quoi au départ. C'est ainsi que naissent les vérités parallèles. Quand le silence devient lui-même une information. Il y a cependant un autre paradoxe. À force de rester silencieuse, une institution peut finir par communiquer malgré elle. Parce que le public commence à interpréter le silence. S'il ne démente pas, c'est peut-être vrai. Ou, s'il ne confirme pas, c'est peut-être faux. Mais les deux raisonnements sont fragiles. L'absence de confirmation n'est pas une preuve de culpabilité. Et l'absence de démenti n'est pas une preuve de vérité. Voilà pourquoi il faut revenir constamment aux faits vérifiables. Et c'est probablement la meilleure leçon de toute cette affaire. Dans un environnement où les informations circulent à une vitesse folle, la prudence devient une forme de courage journalistique. Parce qu'il est beaucoup plus facile de dire « c'est confirmé » que de dire « nous ne savons pas encore ». Pourtant, parfois, la phrase la plus honnête d'un journaliste est précisément celle-là. Nous ne savons pas encore. Conclusion. Entre silence, rumeurs et bataille d'influence. Alors, que retenir finalement de cette affaire? Commençons par ce que nous pouvons dire avec prudence. Un document présenté comme un faux décret présidentiel a circulé le 12 juin 2026 et plusieurs sources l'ont associé au nom d'Oswald Babok. Par la suite, son nom a continué à apparaître dans différentes informations et discussions autour de cette affaire. Des auditions ou démarches auprès de différents services ont également été évoquées. Mais jusqu'à présent, il faut faire une distinction fondamentale entre ce qui est rapporté par des sources, ce qui est allégué et ce qui a été officiellement établi par une institution judiciaire. Et cette distinction est essentielle. Parce qu'une convocation n'est pas une condamnation. Une audition n'est pas une condamnation. Une enquête n'est pas une condamnation. Une rumeur n'est certainement pas une condamnation. Et une publication Facebook, encore moins. Mais dans l'autre sens, évoquer la possibilité d'une manipulation ou d'un complot ne constitue pas non plus une preuve que ce complot existe. C'est justement là que se trouve la difficulté de ce dossier.
Deux récits semblent s'affronter. D'un côté, certains présentent cette affaire comme une tentative de manipulation visant à fragiliser Oswald Babok. De l'autre, certaines informations évoquées dans les médias suggèrent qu'il pourrait exister des interrogations plus sérieuses autour de son rôle ou de certaines affaires. Mais entre ces deux versions, les éléments officiellement accessibles au public ne permettent pas encore de tirer une conclusion définitive. Et c'est précisément pour cette raison que nous devons continuer à poser des questions. Pas à condamner. Pas à blanchir automatiquement. Pas à inventer. Mais à vérifier. Car au fond, la vraie question est plus grande. Cette affaire ne concerne finalement peut-être pas seulement Oswald Babok. Elle pose une question plus large sur le fonctionnement de l'information politique au Cameroun. Que se passe-t-il lorsqu'un document officiel présumé faux circule largement avant qu'une clarification institutionnelle claire ne soit donnée? Que se passe-t-il lorsque les réseaux sociaux deviennent la principale source d'information pour une partie du public? Que se passe-t-il lorsque plusieurs versions contradictoires circulent pendant des semaines? Et surtout, comment un citoyen ordinaire peut-il distinguer la vérité de la manipulation lorsqu'il ne dispose pas des informations officielles nécessaires? Voilà peut-être le cœur du problème. Parce que dans ce genre d'affaires, le danger n'est pas seulement qu'une fausse information circule. Le danger, c'est qu'à force de voir circuler des versions contradictoires, le public finisse par ne plus croire personne. Et lorsqu'un peuple ne sait plus qui croire, celui qui contrôle le récit peut parfois gagner la bataille avant même que les faits ne soient établis. Le Cameroun attend toujours les réponses. Pour l'instant, plusieurs questions restent donc ouvertes. Qui a fabriqué le document? Dans quel objectif? Comment a-t-il circulé? Comment un tel document a-t-il pu être pris au sérieux par différents acteurs? Qui avait intérêt à ce que le nom d'Oswald Babok soit associé à une telle nomination? Existe-t-il réellement une procédure judiciaire formelle, et si oui, quelle est exactement sa nature? Et surtout, quelle sera la suite de cette histoire? Car une affaire qui commence par un document peut parfois finir par révéler beaucoup plus que le document lui-même. Elle peut révéler des rivalités, des ambitions, des réseaux, des stratégies de communication, ou simplement, une énorme confusion administrative. Et pour l'instant, aucune de ces hypothèses ne peut être transformée en vérité définitive sans preuve. Et c'est ici que Kame-News doit rester vigilant. Nous pouvons faire de l'humour. Nous pouvons décortiquer. Nous pouvons poser des questions. Nous pouvons même nous moquer gentiment de certaines pratiques politiques. Mais nous ne devons jamais transformer une hypothèse en accusation. Parce que derrière chaque nom cité dans une affaire, il y a une personne. Et derrière chaque information publiée, il y a une responsabilité. Notre rôle n'est donc pas de vous dire « Voilà le coupable ». Notre rôle est de vous dire « Voilà ce qui est connu. Voilà ce qui est rapporté. Voilà ce qui reste à prouver. Et voilà les questions auxquelles personne n'a encore répondu. » C'est moins spectaculaire. Mais c'est beaucoup plus sérieux. Parce qu'en journalisme, le sensationnel peut faire cliquer, mais seule la crédibilité permet de durer. Alors oui, au Cameroun, nous continuerons certainement à entendre. Une source proche du dossier affirme. Puis, une autre source dément. Puis, selon des informations exclusives. Puis, la vérité sera bientôt connue. Et nous allons attendre le fameux bientôt. Mais doucement parce qu'au Cameroun, bientôt, peut parfois être le petit frère de on verra. Et pendant que les uns attendent le décret, les autres attendent le démenti, les troisièmes attendent la nomination et les quatrièmes attendent déjà la succession. Le citoyen, lui, attend simplement la vérité. Et c'est peut-être la seule chose qu'il ne faudrait jamais faire attendre trop longtemps. Mot de fin. Alors dites-nous en commentaire. Pensez-vous que cette affaire pourrait être simplement une opération de manipulation autour d'un faux document, ou pensez-vous qu'elle pourrait révéler des tensions politiques plus profondes au sommet de l'État? Attention cependant, débattons sur les faits, les informations disponibles et les hypothèses, sans condamner quelqu'un sans preuve. Parce qu'une démocratie saine a besoin de citoyens capables de poser des questions, mais aussi capables de faire la différence entre une information, une accusation, une hypothèse et une preuve. Ici, c'est Kame-News. Nous continuerons à suivre cette affaire, à vérifier les informations et à revenir vers vous dès qu'un élément nouveau et suffisamment fiable sera disponible. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo autour de vous. Parce qu'au Cameroun, les histoires commencent parfois par un simple document. Mais entre le premier papier et la dernière vérité, il peut y avoir tout un roman. Et celui-là, manifestement, n'a pas encore écrit son dernier chapitre.